Alors, je vais vous parler, moi, de la problème de raideur et cyclope. Donc, l'arthrofibrose, c'est une complication rare, mais finalement pas si rare que ça, et surtout très invalidante pour le patient. Cette arthrofibrose après rupture du ligament croisé antérieur, dans sa forme locale, c'est ce qu'on appelle le syndrome du cyclope, où on a simplement un nodule antérieur localisé au niveau du pied de la greffe, ou parfois au plafond de l'échancrure, et on a une prévalence de ce genre de complications de l'ordre de 2 à 8% dans une récente revue de littérature. Alors, d'où vient le cyclope? Il y a plusieurs théories un peu pour expliquer cela. Pour certains, ça vient d'un reliquat en battant de cloche du ligament croisé antérieur qu'on aurait pu laisser, ce qui est effectivement possible. Et beaucoup s'inquiètent des techniques de conservation du remnant sur le taux d'incidence de cyclope avec trop de matériel, on va dire, collagénique dans l'échancrure en fonction de la taille de la greffe. Et donc Bertrand avait mené cette étude intéressante sur vraiment une grosse série de 3600 patients. Et ils avaient donc noté une incidence de moins de 2% de cyclope, et ils avaient regardé quel facteur était associé la présence de ces cyclopes, avec notamment une analyse unie et multivariée. Et s'était aperçu que statistiquement, la présence de cyclopes était très fortement associée à un déficit d'extension dans la période post-opératoire immédiate. Et en fait, c'est toujours la question de la poule ou l'œuf, mais il semblerait que en fait la perte d'extension dans le post-opératoire immédiat génère le cyclope qui entretient ensuite cette raideur en extension. Et surtout, en fait, la survenue du cyclope n'était pas du tout liée à la quantité de remnant qui avait été, parce que ça avait été noté sur les comptes rendus opératoires, qui avait été conservé lors de la chirurgie, et notamment si le remnant était supérieur ou inférieur à 50%. En fait, c'est pas vraiment étonnant. Quelques années avant, on avait à Santi également fait cette étude où on s'était attardé sur l'étude de 45 syndromes de cyclope qu'on avait isolés et comparé à un groupe contrôle. Et on avait surtout, c'était les tout débuts de la notion d'AMI, et on s'était attaché à regarder les problèmes de contracture des ischios, et avec toujours en tête cette idée que le cyclope apparaît chez les patients qui ont beaucoup de difficultés à retrouver l'extension en post-opératoire, et en particulier à cause de l'AMI, et en particulier à cause de la contraction réflexe des ischio-jambiers. Et on s'était aperçu en effet que dans le groupe contrôle, il y avait, vous voyez, à 3 semaines, 22% de raideur en extension, et à 6 semaines, plus que 7%, dont on va dire 2% qui étaient liés à une contracture des ischio-jambiers persistante. Alors que dans le groupe cyclope, on avait 71% de flessum à 3 semaines et 60% encore de flessum à 6 semaines, avec quasiment 30% de contracture des ischios persistantes à 6 semaines. Donc une rééducation inappropriée, enfin en tout cas pas de progrès chez ces patients. Et cela, on va dire qu'à 6 semaines quasiment, on peut considérer que la messe est dite quasiment. Si le patient garde un flessum significatif, il y a de très forts risques qu'il développe une arthrofibrose ou sa forme au moins antérieure, le cyclope. Donc en fait, il semblerait que c'est cette incapacité à gagner les derniers degrés d'extension en actif qui augmente la survenue des cyclopes et qui ensuite empêche de récupérer les derniers degrés d'extension en passif. Et l'hypothèse physiopathologique, c'est que l'échancrure restant ouverte et non fermée en cas de flessum, l'hématome s'organise en tissu conjonctif qui se transforme ensuite en tissu fibreux. Et une fois que le nodule fibreux est présent, eh bien, il y a un conflit entre le toit de l'échancrure et le pied de la plastie en extension. Ceci expliquerait notamment la plus grande incidence de cyclope qu'on retrouve notamment en cas de prélèvement de l'appareil extenseur, BTB ou quadriceps tendon, du fait de ces plus grosses difficultés à retrouver l'extension. Et donc cette récupération de l'extension est absolument cruciale dans les premières semaines post-opératoires, et je vais parler un petit peu de prévention du cyclope. Et on revient toujours à ce thème dont on a déjà bien parlé tout à l'heure de l'AMI, et en fait on peut combattre cette AMI en 5 étapes, pour faire simple, en essayant de s'attaquer un petit peu à tous les problèmes. Le problème de cortex moteur, c'est-à-dire c'est l'éducation du patient, la répétition des exercices, le problème de contracture réflexe des ischio-jambiers et surtout le réveil du quadriceps et le réapprentissage à la marche et du schéma de marche. Et donc pour s'attaquer au problème du cortex et de cette inhibition, eh bien c'est la répétition et l'implication du patient qui permet de lutter contre ça. Et pour ça, il y a des outils actuellement.
comme ce genre d'applications qui peuvent s'avérer très utiles, car ça permet au patient de ne pas faire les exercices uniquement lorsqu'il est en présence du kiné, mais également chez lui. D'ailleurs, la plupart des kinés donnent des exercices à faire à leurs patients à la maison, et donc maintenant on a ces supports, tout le monde a un petit smartphone dans la poche, qui peuvent aider aux patients à s'impliquer. C'est la répétition des erreurs, la correction des erreurs, surtout l'entraînement et la répétition des exercices qui facilitent cette levée d'inhibition, en tout cas au niveau du cortex moteur. C'est quelque chose qu'on avait démontré par cette petite étude justement où on avait comparé 350 patients qui avaient été opérés d'une chirurgie du reconstruction du croisé. On avait dans cette série 6,6 patients qui avaient des déficits d'extension persistants à 6 semaines, donc facteur de risque de cyclope. Seulement 2,4% ont développé des cyclopes définitifs qui ont nécessité une réopération après 3 mois. Et on s'était aperçu rétrospectivement que les usages d'utilisation de l'application étaient beaucoup plus importants chez les patients qui développaient pas de cyclope. En gros, le fait d'utiliser l'application de façon intensive une semaine réduisait significativement le taux de cyclope. Quand les patients utilisaient pendant 2 semaines l'application et pendant 3 semaines, ça réduisait à chaque fois d'autant le risque de survenue du cyclope. Donc une implication du patient qui est importante et dont il faut veiller à le soutenir tout au long de cette suite immédiate. Ensuite, la lutte contre la contracture des ischios, je vais aller assez vite parce qu'on en a déjà parlé tout à l'heure. Il faut aller rechercher l'extension passive. On peut s'aider pour obtenir une décontraction des ischio-jambiers, un petit support. Alors on entend toujours qu'il faut pas mettre de coussin sous le genou pour éviter le flessum, mais en réalité, la présence d'un petit support va aider le patient à décontracter ses ischio-jambiers et à dissocier sa contraction du quadriceps et des ischio-jambiers. Donc il faut que le support soit évolutif et de taille décroissante. Mais un petit support qu'il faut pas garder toute la journée et dont on diminue la taille en veillant à retrouver l'extension passive complète peut être utile pour lutter contre cette contracture des ischios et puis les exercices de fatigue des ischio-jambiers dont on a parlé. Le réveil du quadriceps, tous les orateurs précédents en ont parlé, c'est absolument essentiel. Il faut que cette contraction soit de bonne qualité avec une élévation de la patella, une mise en tension du tendon patellaire et surtout cette dissociation de la contraction des ischios dont on a parlé. Le biofeedback est intéressant, je reviens pas là-dessus. Alors, rechercher les derniers degrés d'extension, la position de repos, c'est-à-dire que le patient doit plusieurs fois dans la même journée essayer de rechercher ces derniers degrés et l'extension passive est extrêmement importante. Donc pour ça encore, le petit coussin peut aider en demandant au patient de décoller le talon lorsqu'il contracte son quadriceps et puis petit à petit, on diminue la taille du coussin pour arriver à plat. Surtout, il faut veiller, vous voyez les doigts du kiné qui me montre l'exercice ici, il faut veiller à ce que le vaste médial se recrute. En fait, il faut que la contraction du quadriceps, pour être efficace, aille jusqu'au recrutement du vaste médial. Et enfin, dernier point important, c'est la reprise de la marche, la rééducation à la marche. Et pour ça, il faut valider les étapes de façon progressive, c'est-à-dire commencer par rechercher l'extension sans poids du corps, puis avec le poids du corps, puis en marchant, et dernière étape, en faisant donc des squats chargés. Donc c'est une histoire de niveau fonctionnel, de passage de niveau, et tout doit être fait de façon progressive. Donc en conclusion, l'incapacité de récupérer les derniers degrés d'extension actifs serait potentiellement une explication et la cause finalement de la survenue des cyclopes. Et donc les phases de réhabilitation préopératoire, évidemment, on en a parlé, sont essentielles, mais également post-opératoire dans les 6 premières semaines, c'est probablement là que tout se joue et il y a besoin d'une surveillance particulière et que le patient soit particulièrement informé des objectifs, notamment récupération de l'extension passive, du verrouillage du quadriceps, récupérer un bon schéma de marche et surtout arriver à avoir une dissociation du quadriceps et des ischio-jambiers et de lutter contre cette contracture réflexe des ischio-jambiers. Et donc il y a 2 principes qui guident cela, c'est la lutte contre l'AMI et l'éducation du patient. Voilà, je vous remercie de votre attention.